16 clichés, pas plus. Vous expliquez que la grande vitesse, ou la vitesse, c'est dans l'ADN du chemin de fer. Lorsque les premiers trains roulent en 1830, pour aller de Paris à Marseille, en passant pas loin de Nîmes, il fallait à peu près 20 jours. Coche, diligence, coche d'eau sur le Rhône, etc. Quand les premiers trains roulent, il faut à peu près 20 heures. Le chemin de fer permet de faire d'un seul coup en heure ce qu'on faisait en jours. C'est-à-dire qu'il permet un bond dans la grande vitesse, ou la vitesse tout court, de 24 fois. J'ai expliqué ça un jour à Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Il dit aujourd'hui, vos TGV, combien de fois plus vite vont-ils que les premiers trains? Les premiers trains, c'était 20 heures, les TGV, c'était 3 heures. Ils vont 7 fois plus vite. Je dis, c'est rien. Le vrai bond, c'était au 19e siècle, qui était 24. Et jamais avant, l'humanité n'avait été aussi vite. Vous imaginez d'aller de Nîmes à Paris, il vous faille 20 jours dans votre entreprise, puis 20 jours pour revenir, ça fait 40 jours qui disparaissaient. Dans un roman de Balzac, quand un personnage s'en va de Paris pour le curé de Tours, il va à Tours, il disparaît pendant 15 jours. Et il revient 15 jours, toujours plus tard, c'est-à-dire un mois. Donc les vitesses, le chemin de fer a changé la vitesse, et deuxièmement, le chemin de fer a changé la vitesse pour tous. Dans une diligence, on mettait 16 personnes. Dans les premiers trains, le terrible accident de Versailles, l'accident près de Paris au péril du Mont-Durville, à Meudon, il y avait 1000 personnes dans le train. Les diligences, c'était 16 personnes. D'ailleurs, ça fait une excellente publicité au chemin de fer, parce que le monde entier a compris que dans un train, il y avait beaucoup de monde. Autrement dit, un bon déraillement, c'est une bonne pub pour la SNCF. Alors donc, cette locomotive-ci vous montre, c'est la fusée de Stephenson. C'est non pas la première, il y en a eu avant qui marchait à 4 km/h, mais qui pouvait tirer 50 tonnes, 60 tonnes, alors qu'un cheval tirait 1 tonne à 4 km/h. Mais celle-là, elle peut rouler à 60 à l'heure, c'est ce qu'elle a fait en 1829. Et cette locomotive, simplement, il a suffi de tout ouvrir un robinet pour rouler à 60 km/h. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un homme peut aller aussi vite, plein d'hommes d'ailleurs derrière, juste en agissant sur une mécanique. Avant, pour aller aussi vite, il fallait un cheval, il tenait au galop pendant à peu près quelques dizaines de minutes, mais cette machine-là peut rouler pendant des heures et des heures et des heures. Cette locomotive, elle est sur une voie qui est de 1435 mm d'écartement. Je vous signale ça, parce qu'aujourd'hui, le TGV, vous connaissez pour aller de Nîmes à Paris, c'est le même écartement. Le poids du chemin de fer est tel qu'on n'a même pas pu changer les écartements des rails. Vous voyez, toutes les normes sont restées. Le système ferroviaire est ainsi fait. Alors voilà, donc nous sommes en 1850. Les trains roulent déjà partout, surtout ici nous sommes en Angleterre. On a fait une voie sur très grand écartement pour pouvoir aller plus vite. Les gens voient les choses tout simplement, plus c'est grand, plus ça va vite, c'est normal. Donc là, c'est l'écartement de 2,10 m, énorme. En 1850, les trains roulent couramment à 160 km/h. Alors George Stephenson, inventeur de la locomotive moderne, celle qu'on a vue juste avant, les gens lui disent, elle sert à quoi? C'est pour transporter du charbon. Le reste, je m'en fous, pas de voyageurs. Mais les voyageurs, eux, montent sur les trains de charbon. Il y a des gravures de l'époque, même en costume, des Anglais, redingotes, qui sont assis sur le charbon et disent, nous, on veut voyager. Alors Stephenson a dit, très bien, vous voulez voyager, on fera des trains de voyageurs, mais vous irez à la vitesse du charbon. 15 km/h. Voilà un, donc lui aussi n'aimait pas, alors lui non plus n'aimait pas les voyageurs. Donc vous voyez, le chemin de fer, c'est la révolution industrielle, mais c'est surtout la vitesse, et cette politique-là du charbon très lent, enfin, etc., ne durera pas longtemps. Il va falloir aller vite, courir vite, de plus en plus vite. Alors voilà d'autres locomotives, essayées par exemple par l'ingénieur Estrade, toujours ces roues extrêmement démesurées. On dirait que cette locomotive avait des belles jambes, mais elle n'avait pas de bons poumons. La chaudière n'était pas bonne, ne délivrait pas assez de puissance, et les vitesses en fait n'ont jamais été atteintes. Ces locomotives-là, elles ont toutes échoué. Elles roulaient à 100, on essayait déjà, vers 1880, le 200. Pensez au 200, 250. Dire que la grande vitesse, c'est vraiment l'ADN du chemin de fer. Alors, club de grande vitesse, vous pouvez enlever de grande vitesse parce que finalement, tu sais, le chemin de fer, ça suffirait. Club de chemin de fer. À partir de 1880-90, les trains roulent à 100, 110 km/h. Ils ne changeront plus jusque dans les années 50. Les vitesses ne changeront presque plus. Simplement, ce qui changera énormément, c'est le poids des trains. Les trains pèsent, les trains de voyageurs, 100, 150, 200 tonnes. En 1930, on a les premiers trains de 500 tonnes. En 1950, il y a des trains avec 20 S de voiture qui font 600, 650, 700 tonnes.
C'est-à-dire que le chemin de fer est obligé de répondre non plus à la demande de vitesse, mais à la demande des masses, transporter tout le monde. Alors les derniers projets grande vitesse, c'est ceux de Chapelon, nous sommes en 1935 à peu près, vous voyez, vitesse limite 210, on pensait donc quand même déjà rouler couramment à 150, 200 à l'heure. Le problème est toujours à l'ordre du jour. Donc c'est un vieux problème, ce n'est pas une découverte récente. D'ailleurs, j'aurais dû vous le dire, je ne sais pas si je vous le dirais, si, voilà, ça arrive, ça, je suis comme mieux organisé que je ne parais, en 1910, les Allemands font des essais à 200 km/h. 210 rame automotrice, non, une automotrice seule, ici c'est la rame AEG, il y avait aussi la rame Siemens. On fait donc des essais, parce que voilà, la rame Siemens. Alors regardez, pour les amateurs pointus, n'est-ce pas, Augustin, c'est du triphasé. Le fil, les trois fils sont logés sur les poteaux à la verticale, c'est pas très commode. Donc la rame. Les fils sont à la verticale. Donc les appareils de voix, ça doit pas être merveilleux. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est une ligne qui fait une vingtaine de kilomètres près de Berlin. Il n'y a aucune aiguille, il n'y a aucun croisement, il n'y a rien, n'est-ce pas? Et on fait des essais et on roule en 1901, on roule. Donc 1903, très exactement, on atteint 210 km/h. Ce qui est marrant, c'est que ça a été complètement oublié. On se dit, bon, très bien, on fait pas ça. Bon, ben on retourne au 100 à l'heure quotidien, les trains de l'époque. Mais voilà, donc la grande vitesse est donc essayée. Mais cependant, à ce point-là, non, quand même, ça fait un peu beaucoup. Néanmoins, la grande vitesse joue un autre rôle qui n'était pas attendu et qui était très intéressant sur le plan politique, c'est le prestige. Et en particulier l'Allemagne du Troisième Reich, donc, n'est-ce pas, encourage tout à fait la grande vitesse, des locomotives carénées qui devaient faire impression, et les Allemands, donc 1935, cette machine des séries 05, c'était 232, roule couramment en service à plus de 200 km/h. C'est-à-dire que le 200 est donc atteint en service courant assez facilement, donc vers la fin des années 30. Je continue encore, on va se dépêcher. Alors, il y a d'autres qui font de la grande vitesse un enjeu pour gagner des sous. Ça vous étonnera pas, ce sont les Anglais. Je les connais, j'en suis à moitié. Donc, eux, n'est-ce pas, make money. Et alors, les compagnies anglaises, le gouvernement à l'époque, dans les années 30, leur dit, allez, roulez à la vitesse que vous voulez, pourvu que ça rapporte que ça. Alors, il y a des courses entre compagnies rivales. Imaginez à peu près Paris-Nîmes, soit par le Massif central, soit par la vallée du Rhône, soit deux compagnies différentes. Alors les paris sont ouverts le matin, les gens parient, etc. On fait payer plus cher. Alors là, c'est la course entre Londres et Édimbourg. À gauche, le LMS, à droite, le LNER. À gauche, les trains sont rouges et magnifiques, à droite sont verts, les boîtes tech. Et alors, tous les jours à 10h, les deux trains partent, l'un de King's Cross et l'autre de Euston. Et il faut atteindre Édimbourg en moins de 4 heures. Et les bookmakers font des paris. Et les résultats sont affichés dans la presse sportive. Alors ça, il y a un moment donné avant Édimbourg, les deux lignes se rejoignent. L'aiguilleur est là, il guette, il regarde, il dit merde, c'est super, oh là, il fait passer un train, il retient l'autre, et puis après, etc. C'est quelque chose de complètement fou. Ça a donné de très belles catastrophes dont les Anglais ont le secret, surtout avec les voitures voyageurs en bois, ça faisait des allumettes. Les chasses se sont filées les uns sur les autres, mais il y a eu des catastrophes absolument remarquables. Mais la grande vitesse, voilà, les plus beaux express du monde, c'est des luttes tout à fait ouvertes. À ce moment-là, quand même, le roi s'est réveillé de sa torpeur. Tiens, aujourd'hui, il est en train de se dire que la reine a dit qu'il va falloir qu'elle gouverne. Mais en ce temps-là, le roi aussi s'est dit, il va falloir que je gouverne. Et on a interdit aux compagnies les courses. C'était fini, tout le monde payait les mêmes tarifs. Et les horaires étaient enfin fixés et non pas laissés à la libre improvisation. On imagine un horaire SNCF à Nîmes à Paris avec comme genre, à l'heure que vous voulez, foncez. Faites à l'heure que vous voulez, on s'en fout. Plus ça va vite, plus on est payé. Voilà. Donc je continue. Alors, on passe sur les Américains. Magnifique. C'est plein de glamour. Les Américains découvrent la grande vitesse parce qu'ils sont de feu aux fesses dans les années 40. L'aviation est en train de tuer le chemin de fer. Alors ils se disent, au moins, pas comme les Anglais qui font de l'argent ou les Français qui font de la vitesse, ils se disent, on va faire de la com. Alors pour faire de la com, ce qu'on fait, on déguise les trains en avion. Les trains ressemblent à des avions, ressemblent à des fusées. On croirait la fusée de Tintin, n'est-ce pas, Tintin sur la Lune. Vous voyez? Donc les trains, excuse-moi, les locomotives sont carénées par des designers. C'est là que ça démarre, comme Raymond Leville ici, enfin, etc. Et les trains prennent un look absolument fantastique. On s'aperçoit que ça fait gagner un petit peu, mais très peu. Parce qu'on paye ces carénages en emmerdement à l'atelier. Il faut tout démonter ça pour les tourner le moins de petits audio. Donc c'est un désastre au point de vue entretien. C'est pourquoi d'ailleurs ces locomotives n'ont pas duré. Mais ça fait de la publicité, ça fait une publicité tellement extraordinaire. On a les films d'Hollywood, vous savez, les actualités de l'époque, où on voit Clark Gable qui descend à
à Hollywood, n'est-ce pas, de son train, avec son sourire, n'est-ce pas, ou Greta, comment ça s'appelle, Greta Garbo, descend sur le nom du train, et ça, on voit ça au cinéma, ce sont des trains dont les fenêtres sont des hublots, et le fourgon a mis des ailerons à l'arrière, pour faire comme un avion. Donc c'est la grande époque du mythe de la vitesse, les Américains savent en faire un mythe, c'est bientôt fini, ça c'est très joli, c'est les publicités d'époque, vous voyez, là, la grande vitesse est là obligatoirement. Et voilà, j'en arrive à, on va finir là-dessus, sur cette image-là, forcément, en 1955, il y a une poignée d'ingénieurs à la SNCF, Camille Martin, Marcel Garot, qui eux croient dans l'avenir du chemin de fer avec la vitesse. Personne n'y croit, pas même à la SNCF. Il y a l'époque, c'est l'époque de Henri Lefort, PDG de la SNCF, qui dit il faut des trains rares, lents mais lourds. Train de voyageurs, 20 voitures, train de marchandises absolument énorme. Comme ça coûte pas cher. Comme ça, n'est-ce pas? Ben, évidemment, ça coûte pas cher, mais ça vide les chemins de fer de la voyageurs, parce que la vitesse, elle est ailleurs, elle est sur la route, elle est dans les airs. La SNCF va jeter le vent. Mais cette poignée d'ingénieurs dit nous, on y croit, nous, on va jouer au train ici, vous allez voir ce que vous allez voir, et ils font des essais. Là, on n'appelle pas ça des records, la SNCF dit des essais. Ils essaient à 243, puis là, c'est à 331 km à Morsang, dans les Landes, et on prouve que les chemins de fer peuvent aller vite. Ça frappe d'ailleurs le monde. La presse américaine vient là avec un avion en disant « Hello, on va filmer le plus beau déraillement in the world ». Et ils suivent l'avion, et l'avion suit le train pour filmer. Manque de bol. Le train largue l'avion. Il roule à 331, l'avion est dépassé par le 180. Ils ont été bêtement largués. Ça lui très bien, bravo, félicitations. Donc ces gens-là croient dans la c'est pas ce qui arrive avec un TGV aussi. Simplement, ils ne l'inventent pas, mais ils redonnent un souffle, ils réinventent, ils remettent, et ils démontrent les possibilités du TGV. Le train à grande vitesse est né quelque part en 1955 dans les Landes, pas très loin ici. C'est là où l'esprit grande vitesse est né. Et la SNCF mettra beaucoup de temps pour, en somme, arriver. Ces ingénieurs, cette poignée d'ingénieurs, même les gens de la SNCF, même à l'époque, n'y croient plus. On a jeté le gant, c'est fini, c'est terminé. La grande vitesse, elle est ailleurs, elle est sur la route, elle est dans les airs. Voilà, alors, je pense qu'avoir... C'était des kamikazes à l'époque, quand même. Oui. Alors voici donc, pour finir, la dernière image. C'est, paraît-il, la 9004. Moi, je vous dis entre nous, mais il ne faut pas le dire, c'est la 9003. C'est l'unité du 12. Mais enfin, c'est rien. Ça, c'est l'autre locomotive qui a couru très vite, c'est la BB 9004. Elle aussi a fait une 331 km/h. Pourquoi deux locomotives à 2 jours différents font exactement la même vitesse en connaissant ces valeurs des records? On sait exactement pourquoi. Il a fallu faire ce qu'on appelle une coupure de traction, parce qu'à un moment donné, il y avait des bouillies, ça commençait à chahuter un peu. Et les photos de la voie, il y a le Panto qui a ramassé. La voie, elle est comme ça, elle a été déplacée par les bouillies. On dit qu'il valait mieux. Et il ne faut pas faire de jaloux entre les deux marques, Alstom et CN. Voilà. On a donc fait la même vitesse pour pas qu'il y ait de jaloux. Curieux record, ou pour ne pas faire de jaloux, n'est-ce pas, les deux concurrents roulent à la même vitesse, mais voilà, ça ce sont les secrets du chemin de fer. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre patience. Ça va, j'ai pas débordé. Le type, c'était 7 minutes, Z, R, reprise. En plus, on a tout compris.